Bonjour à tous, aujourd'hui je suis honorée d'accueillir Maître Blia, avocate au barreau de Strasbourg qui représente ses clients auprès des organes de protection des droits de l'homme, docteur en droit de l'homme de l'Université de Strasbourg, président de l'association Plaider les droits de l'homme et membre fondateur de l'association Retespèce qui est un réseau de professionnels de différents secteurs qui militent en faveur de la garantie des droits fondamentaux. Bonjour Maître Blia, je vous remercie encore une fois pour avoir accepté notre proposition et pour être venu et nous donner cette interview. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. On va commencer par une question plus générale. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours professionnel? Bien sûr, donc comme vous l'avez dit, j'ai fait un doctorat à l'Université de Strasbourg. J'ai d'abord fait mes études ici, dans cette université. Et après le doctorat, j'ai fait l'école d'avocat aussi à Strasbourg, donc l'ERAGE, avant de m'installer comme avocat ici à Strasbourg aussi. À quel moment vous avez compris que vous voulez devenir avocate et représenter vos clients devant les organes de protection des droits de l'homme? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment eu un moment comme ça où tout d'un coup j'ai eu cette idée. C'est plutôt une évolution qui m'a paru normale et naturelle après avoir fait des études et un master spécialisé en droit de l'homme, une thèse de doctorat en droit de l'homme. J'avais vraiment acquis de solides connaissances théoriques sur la protection des droits fondamentaux et le système européen. Et puis j'ai eu envie d'aller vers la pratique et de pouvoir aussi voir l'autre côté, on va dire, des droits de l'homme, c'est-à-dire le fait d'être tous les jours au contact avec des situations spécifiques, faire des procédures, voir aussi comment les avocats communiquent avec les institutions et les organes de protection. Donc c'était plus une évolution naturelle qu'un moment où vraiment je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. De plus, je vais vous poser une autre question qui va résoudre le problème sur un mythe qui circule auprès de nos étudiants. En fait, dans le contexte de saturation de certains barreaux, il y a le mythe selon lequel si on va choisir une spécialisation dans une certaine matière plus demandée, comme par exemple le droit des affaires, droit fiscal, ça nous permettra d'avoir une place en cabinet d'avocat. Est-ce que la passion emporte sur la spécialisation? Est-ce qu'on peut encourager les gens à continuer à suivre leur passion et à se spécialiser dans les matières qui leur font plaisir, par exemple droit pénal ou protection des droits de l'homme, droit international? Je crois que c'est important de se spécialiser dans une matière qui nous intéresse, parce que c'est aussi comme ça qu'on sera meilleur et qu'on arrivera à mieux travailler. Donc oui, je crois qu'il faut vraiment pouvoir suivre sa passion. Après, c'est vrai que d'avoir une compétence particulière pour s'installer dans un barreau, pour être recruté comme collaborateur, c'est sans doute un élément, un plus, un élément qui va nous démarquer des autres, puisque ça reste quand même un marché évidemment concurrentiel. Et donc le fait d'avoir une compétence particulière dans un domaine particulier, ça peut vraiment être un plus. Je pense aussi à tout ce qui concerne les nouvelles technologies aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouveaux domaines dans lesquels l'avocat intervient, et c'est quelque chose d'assez récent. Et le fait d'avoir une spécialisation à la fois théorique et puis progressivement pratique sur certaines questions comme ça, ça peut être évidemment un élément supplémentaire. Comme le sont aussi les langues étrangères, par exemple. Le fait de pouvoir parler une langue autre que le français et l'anglais pour rester dans des choses très classiques, c'est un élément qui peut aussi être intéressant. Donc tout élément qui peut démarquer le profil, on va dire, de la personne du reste est évidemment un élément qu'il faut accueillir. Donc la passion, elle importe quand même sur la spécialisation. Ben, dans le sens, si on aime faire les choses qu'on fait. Il faut allier les deux, c'est-à-dire que c'est mieux de se spécialiser dans un domaine qui nous intéresse beaucoup et dans lequel on est prêt à s'investir, parce que c'est évidemment beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement. Et donc je suis assez convaincue qu'on est meilleur dans des domaines qui nous intéressent et pour lesquels on a envie de s'investir. Donc je crois qu'il faut arriver à allier les deux. Voilà. En qualité d'avocate, il me semble essentiel de vous poser cette question parce que j'ai analysé votre engagement associatif et déjà votre parcours professionnel traduisent une appétence particulière pour la matière de protection des droits de l'homme.
Est-ce que vous avez une jurisprudence particulière que vous aimez? Il y en a plein, il y a des arrêts de la Cour qui sont vraiment intéressants, il y a des décisions du Comité européen des droits sociaux aussi qui sont vraiment intéressantes, notamment sur les questions de discrimination. C'était mon thème de recherche pour ma thèse de doctorat, donc c'est une thématique évidemment qui m'intéresse. Donc je ne pourrais pas en sélectionner juste un comme ça. Peut-être un récent, un arrêt de la Cour qui a extrait vraiment une question importante qui est celle de la mendicité par exemple, où la Cour a vraiment expliqué que le fait de pouvoir demander de l'aide à quelqu'un fait partie de la protection de l'article 8 de la Convention, donc la vie privée. Et donc le fait de pouvoir entrer en contact avec l'autre pour lui demander de l'aide est un élément que la Cour protège au sens de l'article 8. Donc c'est une jurisprudence que j'ai trouvée intéressante et tout à fait particulière. Je crois qu'on ne l'a pas beaucoup vue ailleurs, donc voilà, c'est la jurisprudence récente qui me vient à l'esprit quand vous me posez cette question, mais il y en aurait plein. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon élève avocat et quels conseils vous pouvez donner aux futurs avocats? Il y aurait plein de conseils à donner. Pour l'élève avocat, c'est de faire l'école évidemment le plus sérieusement possible, de chercher, de trouver des stages. C'est pas toujours évident, mais dans des domaines qui puissent se rapprocher de la pratique qu'il entend faire, sans négliger l'aspect plus général. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aussi être capable de faire des assignations plus classiques, de pouvoir évidemment réagir et agir dans des domaines un peu plus classiques du droit, on va dire. Mais d'une manière générale, je dirais que pour tout étudiant même qui envisage de devenir avocat un jour, je crois que c'est important de trouver un stage, même 1 mois, 2 mois, enfin, pendant les études, pour aller voir comment ça se passe dans un cabinet, peut-être même différents types de cabinets. Il y a des cabinets plus gros que d'autres et donc le fonctionnement n'est pas le même, pour vraiment se rendre compte, pour vraiment comprendre si c'est un métier qui nous intéresse et qui nous parle. C'est dommage de se lancer dans autant d'études pour ensuite se rendre compte, après avoir même parfois prêté serment, que le métier ne nous intéresse pas autant que ce qu'on croyait. Donc je crois que c'est vraiment important d'aller voir comment ça se passe et de multiplier les points de référence, parce que la pratique de l'avocat, elle est vraiment diverse. Et donc on ne travaille pas de la même façon dans un cabinet plus petit, dans un cabinet plus grand. On ne travaille pas de la même façon selon les domaines d'intervention. Et je crois que c'est important vraiment d'aller voir comment ça se passe concrètement sur le terrain. Une autre question que je voudrais vous poser, Maître Briard, je connais qu'il y a un système d'aide juridictionnelle pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. Donc, dans le cadre de cette aide, est-ce qu'un avocat il est obligé d'être commis d'office? Comment ça se passe avec la commission d'office? Est-ce que vous avez le droit de choisir la matière ou non? Le cas? Alors, il vaut mieux qu'on puisse choisir la matière au moins, puisqu'il y a des matières dans lesquelles on n'est pas du tout compétent, donc c'est pas rendre service à la personne que d'intervenir pour elle dans une matière dans laquelle on n'est pas compétent. En fait, il y a deux systèmes différents. Il y a ce qu'on appelle le système des permanences, donc tout avocat peut s'inscrire sur la liste des permanences. Je pense aux permanences pénales, donc on entend beaucoup parler de garde à vue ou de comparution immédiate, donc on a un certain nombre de permanences pénales, donc on s'inscrit sur la liste. Et puis on a aussi un certain nombre de permanences, par exemple en droit des étrangers. Donc là on s'inscrit sur des listes spécifiques et ensuite le bâtonnier, tout au long de l'année, désigne des jours de permanence, donc des jours pendant lesquels on est tenu d'être disponible, joignable et mobilisé pour la permanence. Mais là, ça implique une démarche volontaire de l'avocat qui doit d'abord accepter d'être inscrit sur la liste. Si on n'est pas inscrit sur la liste, on n'est pas désigné par le bâtonnier. Et puis, il y a d'autres types de permanences de désignation qui sont en fait plus spécifiques. C'est pour une affaire précise. Donc, il y a une personne qui fait des démarches auprès de l'ordre parce qu'elle n'arrive pas à contacter un avocat ou elle n'en connaît pas. Et elle demande à l'ordre qu'un avocat soit désigné. Donc, dans ce cadre-là aussi, on a des désignations d'office. Mais si c'est dans une matière qu'on ne maîtrise pas, on peut évidemment trouver quelqu'un d'autre de compétent dans la matière qui pourra prendre le relais. Il y a quand même un peu du choix pour l'avocat. Oui, aussi parce qu'encore une fois, il faut pouvoir défendre de manière efficace la personne qui nous mandate. Donc ça ne sert à rien d'intervenir dans des matières dans lesquelles qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Ce serait contre-productif.
Merci de nous avoir expliqué parce qu'on a vu ça de façon théorique alors que dans la pratique, on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'association Plaider les droits de l'homme et comment les étudiants pourraient intégrer cette association? Bien sûr, merci de me poser la question parce que c'est une association vraiment à laquelle je tiens beaucoup. Je suis très active dans cette association depuis plus de 10 ans maintenant. C'est une association qui a été créée à Strasbourg par un certain nombre de professionnels, des universitaires, des praticiens du droit, il y a maintenant plusieurs années, en 2006. C'est donc une association de droit local, évidemment, qui a comme objectif d'informer et de former sur la protection des droits fondamentaux. Donc on organise un certain nombre d'activités qui sont notamment en lien avec l'Université de Strasbourg, ici même, mais pas uniquement. Donc on a tout un panel d'activités qui sont développées dans le cadre du master droit des libertés de l'Université de Strasbourg. Donc on a un vrai partenariat avec l'université. Et ça permet de venir en parallèle de la formation prévue par le master, de venir ajouter des éléments de pratique. Donc on permet aux étudiants, par exemple, de prendre part à un procès fictif devant la Cour européenne des droits de l'homme chaque année. Donc ils font comme s'ils étaient ou le requérant ou le gouvernement défendeur. Et donc ils travaillent sur un cas pratique pendant tout un semestre, de septembre à janvier. Et puis on a aussi un certain nombre d'autres activités qui permettent vraiment aux étudiants et aux jeunes juristes de rencontrer et de commencer à se constituer un réseau en matière de protection des droits fondamentaux pour pouvoir évidemment trouver des stages, mais aussi réfléchir vraiment à un mot plan de carrière est pas très joli, mais disons à un projet en fait, un projet professionnel qui puisse être cohérent. Et donc là, il faut rencontrer différentes personnes pour pouvoir voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une spécialisation en matière de droits fondamentaux. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous. Puis on a d'autres partenariats qui ne sont pas liés à l'université de Strasbourg. On a un partenariat avec l'université de Fribourg en Allemagne qui permet chaque année à un certain nombre d'étudiants de participer au concours de plaidoirie que j'évoquais. Et puis on a aussi des partenariats avec les Nations Unies à Moscou, par exemple, là aussi pour aller à la rencontre des jeunes juristes et pouvoir les former en matière de procédure européenne. Et puis on a des sources d'informations, donc on a des podcasts qui sont publiés régulièrement, on a un site internet qui développe un certain nombre de fiches, un blog qui est très développé, des webinaires, voilà, on a toute une série d'activités qui sont à disposition. Et tout un chacun peut adhérer à l'association, il suffit de se rendre sur le site internet pour pouvoir adhérer et devenir membre de l'association et participer à nos activités et à nos rendez-vous. Oui, j'ai beaucoup apprécié vos articles sur votre blog parce que j'ai feuilleté un peu sur le site et c'est un site à suivre. C'est vraiment intéressant, on a toute une équipe très jeune et très dynamique qui nous permet d'être à jour sur le blog, les podcasts et plein d'autres sources d'informations. Une question plutôt d'actualité que je vais vous poser. Le 24 novembre 2021, le tribunal constitutionnel polonais il a rendu un jugement selon lequel une partie de la Convention européenne des droits de l'homme est incompatible avec la Constitution polonaise. Et là, ce jugement il a été traité comme une réponse à une violation constatée par la CEDH de l'article 6 de la Convention par le tribunal constitutionnel. Donc là, c'était en cause un droit procédural, mais la question que je vais vous poser, est-ce que vous pensez que le gouvernement polonais il pourrait invoquer les mêmes motifs et violer les autres droits, comme par exemple les droits substantiels, l'article 8 de la Convention? Rien n'empêche d'étendre ce raisonnement, évidemment, à d'autres droits. Maintenant, il faut quand même dire une chose, c'est que la Pologne, comme les autres États partis à la Convention, a signé, ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Ça veut dire qu'elle s'est engagée à la respecter, à mettre en œuvre ensuite les arrêts de la Cour européenne qui ont une force obligatoire quand ils ont été rendus contre un État. Donc c'est une situation particulière qui n'est pas nécessairement nouvelle malheureusement parce qu'il y avait eu d'abord, notamment avec le Royaume-Uni, plusieurs réactions très vives suite à des constats de violation de la Cour européenne des droits de l'homme il y a plusieurs années. Et là, c'était sur un droit substantiel, puisque ça concernait le droit de vote des personnes détenues.
c'était beaucoup d'incompréhension en réalité entre ce que la Cour avait dit et ce que le gouvernement, les juges et les autorités britanniques avaient compris. Peut-être un peu de mauvaise foi aussi, on ne sait pas bien. En tout cas, il y avait déjà eu certaines revendications comme ça des États, la Russie aussi, à travers sa Cour constitutionnelle. Donc il y a eu déjà par le passé des moments comme ça où certains États ont adopté une position assez subversive par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme et à ses arrêts. Il va falloir suivre ça de près. Le Conseil de l'Europe a réagi de manière claire, et il va falloir voir ce que concrètement signifie cette position de la Pologne. Ce qui est certain, c'est que ça risque d'alimenter surtout un certain nombre de requêtes en plus devant la Cour, et donc de continuer, on va dire, les constats de violation. Donc il va falloir voir comment est-ce que tout ça se règle. C'est en réalité une question qui dépasse la sphère juridique et qui est une question éminemment politique en réalité. C'est la question de savoir, c'est toujours le débat sur la souveraineté des États, combien est-ce qu'ils sont libres de continuer leur vie et de ne pas être contraints par les arrêts de la Cour. Ce qu'on oublie par contre, c'est que ces États ont librement choisi de se soumettre au système conventionnel, et donc leur souveraineté, en réalité, en tout cas c'est ma position, n'est pas atteinte, puisqu'ils ont librement choisi de participer à ce système. Ils peuvent en théorie librement choisir de ne plus en faire partie. Ça c'est évident. Alors on se retrouve dans des situations où les États évidemment ne peuvent pas politiquement sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc on a des arrêts ou des décisions qui sont prises au niveau national et qui sont un petit peu particulières. Mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut suivre, puisque rien n'empêche en tout cas la Pologne de continuer évidemment cette prise de position assez radicale. Et à part la pression que peut exercer le Conseil de l'Europe sur l'État polonais, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour protéger les Polonais ou non ? La Pologne est aussi membre de l'Union européenne, donc les citoyens bénéficient aussi de la protection des textes de l'Union européenne, qui sont donc tout un autre corpus que le Conseil de l'Europe. Et parmi ces textes, on compte bien sûr la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui contient des droits qui sont très similaires à ceux de la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont même plus à jour, puisque c'est un texte qui a été adopté en 2000, et donc qui prévoyait évidemment des dispositions plus à jour que la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a 50 ans d'écart entre les deux textes. Donc ce texte-là continue à être applicable, y compris en Pologne, évidemment avec aussi là quelques velléités de ne pas appliquer l'une ou l'autre disposition, mais il reste quand même un corpus de textes européens qu'on peut appliquer. Maître Bia, la dernière question que je vais vous poser est plutôt liée au voyage que vous avez effectué pour des raisons professionnelles plutôt, parce que j'ai vu que vous avez organisé un concours à Moscou, puis j'ai vu que vous étiez chargé des tutorats à l'université en Chine. Donc, est-ce que pendant ces voyages, vous avez observé et il y a une perspective de perception des droits de l'homme qui vous a marqué ? Il y en a plusieurs, parce qu'évidemment, chaque pays a son histoire et réagit et fonctionne de manière différente. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt ce que j'ai pu entendre au Pérou, quand je suis partie il y a maintenant 3 ans pour les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai échangé avec beaucoup de personnes sur place, beaucoup d'associations. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'était de voir combien dans ce pays, et certainement dans d'autres en Amérique latine, les droits économiques et sociaux, qui sont un peu décriés en Europe, qui ne sont pas vus comme aussi nobles que les droits civils et politiques, étaient vraiment vus là-bas comme des droits primordiaux, comme des droits presque venant, je ne dirais pas avant les droits civils et politiques, mais presque. C'est-à-dire qu'on nous expliquait de manière, je trouve, très juste, mais comment une personne qui habite dans la rue, par exemple, qui n'a pas de logement, qui n'a pas de ressources, comment peut-elle exercer de manière efficace son droit de vote, sa liberté d'expression, comment est-ce qu'elle peut considérer que son droit à la vie familiale, par exemple, ou à la vie privée est protégé. C'est une dimension qui est très importante, je trouve. Et ça m'a beaucoup frappée de voir que la perspective était complètement acquise, notamment au Pérou quand je suis allée là-bas, alors que c'est vrai qu'ici, en Europe, on a plutôt tendance à
parler encore en termes de différentes catégories de droits, avoir des droits plus importants que d'autres, plus fondamentaux que d'autres. Et même si on ne revendique pas une théorie évidemment de hiérarchie, on sent quand même dans le discours qu'il y a une certaine... on ne traite pas de la même façon tous les droits, etc. Et ça m'avait beaucoup frappé de voir qu'au Pérou, on avait une théorie différente et que je pense être tout à fait juste, puisque c'est le principe finalement de l'interdépendance des droits, de dire que quand on touche à un droit, on touche à un autre nécessairement, puisqu'ils sont tous l'expression de la dignité humaine. Donc c'était extrêmement intéressant pour moi de voir qu'on l'exprimait de manière aussi claire et sans aucune contestation, sans aucune discussion, alors qu'en Europe, on est un tout petit peu plus timide sur ce genre d'éléments. Vous avez raison, parce que j'ai observé aussi tout au long de nos cours qu'il y a une distinction entre les différentes générations des droits et c'est difficile d'avoir une autre perspective. Merci d'avoir partagé cette expérience et merci d'avoir répondu à nos questions. Je suis honorée vraiment de vous accueillir là et pour les étudiants, je vous conseille fortement de suivre les autres interviews qui vont apparaître. Merci encore une fois, Maître Guilla. Merci à vous. Thank you.